Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1. Merci de nous suivre ce soir. Les titres. Le gouvernement ivoirien œuvre à équilibrer et améliorer dans le cadre du mariage les rapports entre les conjoints, conformément au principe de non-discrimination et d'égalité des droits. Le Conseil des ministres de ce jour, présidé par le chef de l'État, a pris des décisions dans ce sens. On revient sur la journée d'hier où le chef de l'État a échangé avec une délégation du Fonds monétaire international FMI, une mission dont les conclusions sont encourageantes après les observations liées à la 5e revue du programme économique triennal conclu entre le gouvernement ivoirien et le FMI. Africa assis au forum à Kigali au Rwanda, ce rendez-vous important pour le secteur privé qui vise notamment l'intégration économique à travers la mise en place d'une zone de libre-échange a permis au Premier ministre ivoirien de rassurer les investisseurs sur les performances de l'économie ivoirienne. Et puis le Parlement britannique vote sur les alternatives à l'accord de Theresa May sur le Brexit, un processus qui pourrait être très long tant le Parlement est divisé sur la question. Bienvenue dans le 20h, merci d'être sur RTI 1. Conseil des ministres ce mercredi 27 au palais présidentiel d'Abidjan Plateau. Il en ressort des décisions sur le mariage, les successions, la minorité et la filiation. Le gouvernement entend équilibrer et améliorer les rapports entre conjoints, conformément au principe de non-discrimination et d'égalité des droits. Chiram Kofi Abola. Pour une amélioration des rapports entre conjoints, c'est l'une des préoccupations du gouvernement et par conséquent, il entend tout mettre en œuvre pour rendre la situation du mariage meilleure. Un projet de loi dans cette perspective a été pris, sans compter les 3 autres sur les successions, la minorité et la filiation, au cours du Conseil des ministres tenu ce mercredi au palais présidentiel, sous la présidence, comme d'habitude, du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ces différents projets de loi concourent ainsi à équilibrer et à améliorer davantage les rapports entre conjoints, conformément au principe de non-discrimination et d'égalité de droits et de responsabilité des époux dans le mariage tel que proclamé par les instruments internationaux pertinents et consacrés par notre Constitution. Il prévoit entre autres l'amélioration des droits successoraux du conjoint survivant qui intervient désormais en concours avec les enfants et les parents du défunt. En outre, il entoure le mineur d'une protection plus accrue qui priorise son intérêt, notamment en matière de filiation, afin d'assurer son bien-être et l'épanouissement harmonieux de sa personnalité. Le Conseil a eu aussi à son ordre du jour plusieurs projets de décrets, mesures au nombre desquelles celles portant définition de la procédure de délimitation des territoires des villages. Ce décret modificatif de la procédure de délimitation des territoires des villages intègre l'Agence foncière rurale nouvellement créée dans la mise en œuvre de cette procédure. Cette agence y aura pour rôle de désigner l'opérateur foncier chargé de procéder à la délimitation afin de fixer et de matérialiser les limites officielles des villages dans le but d'apporter une solution durable aux conflits fonciers. Toujours à l'occasion de cette séance, les conclusions de la revue sectorielle 2018 des projets du contrat de désendettement et de développement C2D ont été l'objet d'une communication. Ces travaux ont permis de faire le point du traitement des diligences retenues et des recommandations faites lors de la revue sectorielle de l'année 2017 et de la mini-revue technique de novembre 2018. Les conclusions de ces travaux révèlent un excellent niveau de mobilisation des ressources disponibles, soit 88,64%, et une bonne exécution des missions assignées aux acteurs. Ainsi, le bilan des projets et programmes indique un niveau globalement satisfaisant de réalisation avec plusieurs ouvrages d'envergure achevés, d'importants matériels d'équipement acquis et mis en service au bénéfice de nos populations. Le Conseil a aussi fait cas, et cette fois à son point de divers, de la prochaine session inaugurale de l'Assemblée nationale. À cet égard,
Le Conseil a informé que le président de la République, Alassane Ouattara, conformément à la coutume, sera présent pour une adresse à l'endroit des populations. Une mission du Fonds monétaire international vient d'effectuer la 5e revue du programme économique triennal conclu entre le gouvernement ivoirien et le FMI. Elle a présenté les conclusions de ses observations et analyses au président Alassane Ouattara. Fijanaïma. Le FMI, satisfait de la gestion économique du gouvernement ivoirien, c'est la conclusion de l'évaluation que la mission du Fonds monétaire international, qui séjourne en Côte d'Ivoire depuis le 14 mars, a présenté mardi au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Cette évaluation s'inscrit dans le cadre du suivi régulier par le FMI du programme économique triennal 2017-2019 mis en œuvre par le gouvernement ivoirien avec le soutien financier de l'institution financière internationale. Selon le constat des experts, les nombreux investissements réalisés par le gouvernement ivoirien pour la construction et la réhabilitation d'infrastructures ainsi que dans d'autres domaines n'ont pas généré une hausse générale des prix en Côte d'Ivoire. Le FMI décerne un bon point au gouvernement pour sa maîtrise de l'inflation, la bonne poursuite des performances économiques dont un taux de croissance qui se maintient et la bonne exécution de son programme économique. La mission du FMI et les autorités sont arrivées à un accord au niveau des services sur la 5e revue du programme, appuyée par ces accords, sous réserve de son approbation par la direction du FMI et du conseil d'administration. L'examen par le conseil d'administration pourrait intervenir en juin 2019. Sur la base des résultats préliminaires, la croissance est restée forte et le PIB a augmenté de 7,4% l'an dernier, soutenu par une forte demande interne. L'inflation est restée faible à environ 0,4%, bien en dessous de la norme de 3% de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les performances du programme soutenu par le FMI ont été satisfaisantes en 2018. Tous les critères de convergence et tous les repères indicatifs, à l'exception d'un seul, ont été respectés à fin décembre 2018. Presque tous les repères structurels ont également été atteints. La mission et les autorités ont convenu que le programme de transformation économique de la Côte d'Ivoire continue à bien progresser. La poursuite des actions visant à diffuser les dividendes de la croissance et à continuer à réduire le taux de pauvreté sera également nécessaire pour le succès à long terme des politiques du gouvernement. Soulignant que le programme triennal 2017-2019 s'achève en fin 2019, nul doute que le gouvernement ivoirien pourra bénéficier d'un nouvel accord auprès du FMI. Et on se rend maintenant au Rwanda. Kigali abrite la 7e édition de l'Africa CEO Forum depuis ce lundi 25 mars. Le Premier ministre ivoirien y multiplie les rencontres afin de vendre la destination Côte d'Ivoire aux investisseurs étrangers. Herman Guivet, envoyé spécial au Rwanda. Séance, questions-réponses. Et seulement quelques minutes, mon chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, pour inciter, mieux convaincre les chefs d'entreprise présents à ce panel d'investir en Côte d'Ivoire. Quel dispositif la Côte d'Ivoire a-t-elle mis en place pour attirer les investisseurs et pour permettre justement au secteur privé de pouvoir jouer pleinement son rôle dans la création d'emplois, dans le développement de l'économie? Des réformes sont en cours et sont bien avancées. Un auditoire qui ne manque pas de faire cas de ces interrogations au chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly et qui trouve également réponse à ces questions. Sujet économique, mais également politique. Il y a une présidentielle en 2020 en Côte d'Ivoire. On assiste à quelques tensions politiques entre partenaires, anciens partenaires. Est-ce que vous craignez cette échéance? Est-ce qu'elle est de nature à provoquer une certaine instabilité et éventuellement à remettre en cause tout ce qui a été fait dans les 10 dernières années? Non, je ne pense vraiment pas, dans le plus profond de moi-même, qu'il faille donner à ce débat politique plus d'éléments de peur que ça ne devrait avoir. Je le pense profondément. Je voudrais rassurer, en plus les investisseurs qui sont là, pour que ce ne soit pas pour ceux qui ont une intention d'investissement en Côte d'Ivoire, avec les performances économiques que nous connaissons, que ça, ce ne soit pas un élément de ralentissement donc, par rapport à leurs intentions. Je veux vraiment les rassurer. Fini le grand oral.
a indiqué la volonté politique du président de la République de pousser donc à l'intégration, mais qu'il fallait qu'au-delà donc des principes en matière de liberté de circulation des biens et des personnes, que nous posions des actes qui permettent donc aux hommes d'affaires de pouvoir investir donc sur le continent dans des conditions de compétitivité donc qui soient améliorées. Nous avons expliqué ce que nous faisons, ce que nous pouvons apporter et naturellement j'espère qu'au niveau de l'auditoire que tout le monde a bien compris et que ça pourra inciter les uns et les autres à venir investir en Côte d'Ivoire. La volonté politique est importante, c'est de faire en sorte que le repli sur soi donc, ne soit pas donc, une option et que les uns et les autres, pour ceux qui n'ont pas encore ouvert leur économie aux autres pays, donc qu'ils sachent que c'est la voie qui est tracée, que nous voulons des marchés de plus en plus importants pour permettre donc, à nos secteurs privés donc, de pouvoir être compétitifs et de pouvoir gagner des parts de marché. C'est ce que nous voulons. Donc voilà, et je crois que c'est un message qui est compris. Parmi la centaine d'exposants présents au Kigali Center Convention, des entreprises ivoiriennes venues exporter leur expertise. L'appel que nous voulons lancer en tant qu'investisseurs ivoiriens, c'est de dire que la Côte d'Ivoire, c'est une terre d'opportunités. C'est un pays à forte croissance, donc toutes les conditions sont réunies pour attirer tous les investisseurs. Le Premier ministre l'a rappelé, l'agro-industrie est la priorité. Bon, moi, je suis dans un secteur les énergies, où la Côte d'Ivoire est présente, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc on est toujours à l'écoute de ce qui est possible. Je crois que dans ce domaine, il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train d'être développées. Donc oui, il y a beaucoup d'intérêt, surtout en tant que local, de développer l'intégration dont on a parlé et aussi la possibilité de promouvoir des acteurs locaux et régionaux. C'est quelque chose qu'on va suivre de près. En somme, des chefs d'entreprise satisfaits de la présentation du chef du gouvernement, tous sont unanimes, la destination Côte d'Ivoire rassure. En marge de ce 7e Africa CEO Forum, le chef du gouvernement ivoirien a accordé plusieurs audiences sur place à Kigali. Herman Guivet nous en fait le point. Une série d'audiences au programme du chef du gouvernement ivoirien à Kigali. L'administrateur représentant la Côte d'Ivoire au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale, Jean-Claude Tchatchouan, reçu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est d'abord une visite de courtoisie. Je suis venu me présenter au Premier ministre parce que j'ai pris fonction en novembre 2018 et je n'ai pas encore eu l'occasion de me rendre en Côte d'Ivoire et j'ai profité donc de son séjour ici à Kigali pour lui rendre une visite de courtoisie, me présenter et de parler aussi de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque mondiale. Ça se porte très très bien, c'est une coopération, comme vous le savez, qui date de nombreuses années, qui marche très bien, mais on cherche toujours à améliorer cette coopération. Le chef du gouvernement ivoirien a ensuite échangé avec le président des activités du groupe Unilever pour l'Afrique, Bruno Whitfoot. Le groupe Unilever envisage intensifier son action de production en Côte d'Ivoire. Nous allons réinjecter plusieurs dizaines de millions d'euros dans Unilever Côte d'Ivoire. Et puis l'idée, c'est de continuer à investir. Nous avons aussi des projets d'ambition de développer nos volumes de savon dans notre usine de Vridi, donc la même usine, pour pouvoir aussi non seulement satisfaire le marché local, et comment on peut utiliser cet asset de production à Abidjan pour irriguer aussi l'ensemble du marché de l'Afrique francophone. Le groupe Unilever compte plusieurs décennies de présence en Côte d'Ivoire. Il est engagé à l'heure actuelle dans un très gros processus de recapitalisation de la société dans le pays. Coopération Côte d'Ivoire-Japon, un accord de 630 millions de nos francs a été signé entre les deux États. C'est un don pour financer les études liées à l'amélioration des services de santé maternelle et infantile du centre hospitalier universitaire de la commune de Cocody. Francis Boifo. Un second accord est attendu pour la prise en charge des travaux de construction et l'équipement des services de santé maternelle et infantile du centre hospitalier universitaire CHU de Cocody. Celui signé mardi entre le gouvernement japonais et l'État de Côte d'Ivoire porte sur un don de 630 millions de francs CFA. Il permettra de financer l'étude du concept détaillé du projet. Ce projet vise à réduire les taux de mortalité maternelle et infantile qui, en dépit des efforts déployés par le gouvernement ces 10 dernières années, demeure au cœur des préoccupations de notre système sanitaire. Ainsi, il a pour objectif d'améliorer les services de soins maternels et infantiles du centre hospitalier universitaire de Cocody par l'agrandissement donc des services d'obstétrique et de néonatologie et leur fourniture en équipement. Tout ce qui touche à la santé représente pour le gouvernement une urgence.
Cette cérémonie est soulignée toute l'importance de la coopération qui existe entre le JICA et le gouvernement de la Côte d'Ivoire. En 1994 et 1997, la JICA a intervenu au CHU de Cocody en précédant à son extension à travers la construction du bâtiment de consultation externe et en réhabilitant le centre. Partenaire de la Côte d'Ivoire, le Japon a signé de janvier 2019 à ce jour 3 accords dans les domaines des infrastructures routières, de l'alimentation et de la santé. 3 accords donc en 3 mois. On reste dans le milieu hospitalier. Le projet de loi portant réforme hospitalière a fait l'objet d'une conférence de presse du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce premier texte de base vise à améliorer le dispositif de l'offre de soins en Côte d'Ivoire. Les CHU, CHR et hôpitaux généraux ont désormais le statut d'établissement public hospitalier. Quels sont les changements que cette réforme implique? Élément de réponse avec Salima Toudia. Annoncé en Conseil des ministres le 13 mars dernier, le projet de loi portant réforme hospitalière est en cours. Face à l'inadaptation, entre autres, des modes d'organisation et de gestion des hôpitaux publics administrés plutôt que gérés, le statut d'établissement public hospitalier EPH devrait être appliqué. Les CHU, les CHR, les hôpitaux généraux sont désormais des EPH. Ils ont un statut EPH, disposant de l'autonomie administrative et financière, dont la vocation est sociale, en raison des spécificités de la santé publique. Il ne s'agit donc pas d'un changement de nom, encore moins d'une privatisation. Les prix pratiqués actuellement restent les mêmes. Les EPH sont placés sous la tutelle de l'État. Pas de privatisation donc, mais la réforme prévoit un changement des modes de fonctionnement et de gestion des hôpitaux. Nous générons des produits, donc des recettes, nous générons aussi des charges. Et à la fin du cycle d'exploitation, nous avons un résultat. Et ce résultat-là doit pouvoir impacter notre capacité à réinvestir pour changer et renouveler nos équipements. Donc, de façon continue, le directeur de l'hôpital doit être capable de donner la situation de son patrimoine. On a voulu parler de gestion privée parce que c'est ce qui se passe dans tout établissement qui est assujetti aux résultats. Et la finalité de nos hôpitaux, c'est l'amélioration de l'offre de soins. Les 6 piliers du système de santé devront être renforcés à travers cette réforme, notamment en infrastructures et équipements. La formation des directeurs d'hôpitaux pour une maîtrise des coûts de production est également en cours. Que prévoit le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l'amélioration des conditions d'études et de vie des étudiants? Le ministre Albert Troaqueus-Mabry était hier soir l'invité de RTI 1 reçoit. Un extrait de son intervention. Je voudrais indiquer que ce sera entre 700 et 800 milliards que l'État mettra sur ces 2 programmes pour arriver à la dizaine d'universités publiques. Ici, nous sommes au cœur de la formation de la ressource humaine pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le projet de l'émergence de la Côte d'Ivoire, du développement économique de la Côte d'Ivoire se fera avec des cadres de qualité. L'État y met le prix. Chaque ménage, chaque Ivoirien, qu'il soit étudiant ou parent d'étudiants, chacun doit faire l'effort pour que ici nous contribuions à mettre à la disposition de notre pays des ressources humaines qui assurent donc son développement. Pour cela, nous allons continuer de réformer, nous allons continuer de sensibiliser, nous allons continuer de faire le dialogue avec les étudiants, avec les enseignants, avec l'administration des établissements publics de l'enseignement supérieur et faire en sorte que nous parvenons donc à une université dont nous sommes fiers. Nous produisons déjà des résultats, mais nous pouvons faire mieux et je voudrais m'engager personnellement à poursuivre donc les efforts et à faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour que non seulement nous rapprochons donc l'enseignement supérieur des ménages, mais mieux que nous en améliorons la qualité tant au niveau du secteur public que du secteur privé qui est un soutien important pour notre dispositif d'enseignement supérieur.
Le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État a lancé ce mercredi le processus de généralisation des contrats de performance au niveau des entreprises publiques. Il vise à améliorer la compétitivité des sociétés à participation financière majoritaire de l'État de Côte d'Ivoire. Lancine Bakayoko. Problème de gouvernance, cumul de lourds passifs, surendettement et parfois absence de plan stratégique d'investissement. Ces manquements, révélés par les audits diligentés dans beaucoup d'entreprises publiques, obligent le gouvernement à renforcer les mécanismes de contrôle à travers des contrats de productivité et d'efficacité. La conclusion de tels contrats, appelés contrats de performance, procure à l'État actionnaire un levier indéniable de mesure des performances opérationnelles, économiques et financières de l'entreprise publique. La détermination de normes objectives et quantifiable permettra de garantir la performance de l'entreprise dans la durée ainsi qu'un mécanisme pertinent d'encadrement. Dans sa phase expérimentale, seulement 8 entreprises ont fait l'objet de contrats de performance. Aujourd'hui, il est question de généraliser le dispositif à l'ensemble des 82 entreprises inscrites dans le portefeuille de l'État. Notre pays a besoin de garantir la bonne réalisation des investissements qui sont prévus, en particulier dans le plan national de développement, pour assurer l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et ça passe par la définition d'objectifs quantifiables, mais aussi par l'optimisation des transferts budgétaires envers les entreprises publiques. Depuis 2015, les entreprises où l'État est actionnaire majoritaire enregistrent une baisse globale de chiffre d'affaires de 3%. À titre d'exemple, en 2017, l'État a investi 82 milliards de francs CFA pour la restructuration et la recapitalisation des sociétés d'État, montant auquel il faut ajouter une subvention de 140 milliards de francs CFA. Malgré tous ces efforts, l'État s'est retrouvé avec un dividende de moins de 10 milliards de francs CFA. On s'intéresse à la 22e édition de la réunion de l'Observatoire régional des marchés publics de l'UEMOA. Il s'agit d'identifier l'état d'avancement des recommandations de la précédente réunion en vue d'un système de passation des marchés publics plus performant dans la zone UEMOA. Alpha Rassa. Réunis à Abidjan pour 3 jours, les représentants des marchés publics de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ont évalué l'avancement des décisions prises dans le cadre de la passation et du contrôle des marchés publics par le Conseil des ministres de l'UEMOA en 2005. La présente rencontre aura donc à examiner les points suivants. L'état de mise en œuvre des recommandations de la 21e réunion de l'Observatoire. Ensuite, l'examen et la validation du rapport de suivi relatif aux marchés publics et aux délégations des services publics dans l'UEMOA. La révision des indicateurs de performance sur les systèmes de passation des marchés publics et les délégations des services publics de l'espace UEMOA. Et enfin, le lancement de la 2e revue communautaire des marchés publics de l'UEMOA. Au cours de cette réunion, les participants ont pu partager leurs expériences pour la modernisation et l'harmonisation des systèmes de passation des marchés publics dans l'espace UEMOA. Il y a un héritage que nous avons en commun. Donc les directives donnent un cadre, les réglementations donnent un cadre au niveau de l'UEMOA et chaque État adapte ça à son organisation administrative. Nous sommes en train de moderniser le système et de le rendre plus rapide, plus fluide et plus efficace pour permettre à ce que les ressources qui sont difficilement mobilisées puissent rapidement être utilisées à bon escient. Présent à l'ouverture de cette 22e réunion, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget du portefeuille de l'État a invité les participants à travailler ensemble et régulièrement pour renforcer l'intégration économique sous-régionale. Il convient d'approfondir les réflexions concernant l'interpénétration des entreprises communautaires dans l'espace UEMOA, en particulier en matière d'accès à la commande publique et singulièrement des marchés publics. Au terme des travaux, les résultats seront soumis sous forme de texte ou de directive à la commission de l'UEMOA.
Ouverture des voies de Béoumi, ville du centre de la Côte d'Ivoire. Ce sont 10 km de route qui vont être profilés dans la commune. Le lancement des travaux dans ce reportage de Djeneba Ouattara et Chris Larsen. 10 km de route seront reprofilés pour permettre aux usagers de rallier aisément les différents quartiers de Béoumi, localité de la région de Béké. Cette commune souffre de la dégradation de ses infrastructures routières, accès difficile et obstruction totale de certaines voies. Ce calvaire des populations prendra fin bientôt grâce à la politique de développement du gouvernement. Le ministre de la Communication et des Médias a procédé au lancement des travaux de reprofilage des voies. Bon, en attendant que le bitume arrive à Béoumi tel que l'a promis le chef de l'État, il nous a instruit à travers le ministre des Infrastructures de démarrer des travaux de rechargement de la voirie ici au niveau de Béoumi par les uns les autres. Et l'opérateur est en pleine activité, comme vous le constatez. Écoutez, on verra les résultats d'ici quelques jours. Le reprofilage de ces voies consiste à faire des rechargements et des pauses de bus. Cependant, quelques difficultés demeurent dans l'exécution des travaux. Au niveau de la voirie est beaucoup dégradée. Donc, c'est pourquoi nous avons prévu le rechargement. Maintenant, l'autre aspect, c'est au niveau des installations de la SODECI. Les tuyaux de raccordement au ménage, très souvent, nous sommes amenés à sectionner certains tuyaux. Les populations se réjouissent de cette action qui contribue au développement de leur localité. On est content, on est à l'aise, on est heureux d'être Béoumi. Notre souhait, c'est qu'on ait un jour l'habitude en Béoumi. Ce sont environ plus de 50 millions de francs CFA qui seront dégagés pour la réalisation des travaux. Le délai des travaux est prévu pour 1 mois selon les responsables en charge de l'exécution de cette tâche. À Adiaké, dans la région du sud Comoé, le ministre Aka Awele a invité à adhérer au mouvement PDCI Renaissance, un mouvement politique créé par Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République, et plusieurs cadres du PDCI RDA. Salimatou Dia. Dans le département d'Adiaké, le ministre Eugène Aka Awele, cadre de la région du sud Comoé, invite les populations à adhérer au mouvement PDCI Renaissance. Il les appelle à consolider les acquis du Sud Comoé en infrastructure à travers le choix d'une alliance avec le parti RHDP. C'est là que se trouve le bonheur de la région du Sud Comoé. C'est là que la Côte d'Ivoire retrouvera sa pleine cohésion pour que ça n'éclate pas comme les 10 années de crise que nous avons connues. Les populations d'Adiaké ont exprimé leur espoir pour une Côte d'Ivoire rassemblée. Quand on voit la Renaissance, c'est au Feu-Boyen, les traits du Feu-Boyen. Au Feu-Boyen, c'est toujours enseigné la paix. La paix entre nous, le voisinage, le prochain, même au-delà du pays. Et c'est ce que sur ça, on va marcher pour pouvoir construire le pays. J'adhère parce que je suis partant pour le président Alassane Ouattara, pour les œuvres et ce qu'il fait pour le pays. En tout cas, je suis fier. Que ce soit PDCI ou PDCI Renaissance, moi je pense que c'est de se comprendre et puis aller sur la même voie. Parce que nous sommes tous Ivoiriens. C'est pour le bien des Ivoiriens. Le PDCI Renaissance, mouvement politique, se veut une sorte de passerelle entre le PDCI RDA et le RHDP. En bateau, dans le centre-est du pays, on parle de l'installation du nouveau maire. L'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, qui a parrainé la cérémonie, a appelé les populations à unir leurs forces pour relever les défis de développement de la localité. Alexis Ouedraogo. Ce samedi, à la résidence de l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, ils sont venus prendre le départ pour Mbato. Pour l'investiture du maire RHDP de la localité, le rassemblement des oufouettistes a voulu démontrer sa solidarité. Le choix porté sur le maire comme Paul Jacob est un choix porteur d'espoir, car ce choix s'inscrit dans ce vaste programme du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire une terre de rassemblement, comme rêvé par Houphouët-Boigny, une terre de fraternité, une terre de développement. Renforcement du bitumage, informatisation des services de l'état civil,
À l'heure de son intronisation, le maire Jacob Kwamekwa dit sa ferme volonté de poursuivre les travaux de développement dans un esprit d'unité. Dans les jours à venir, nous entamerons l'éclairage de la voie Aouna-Mbato dont les travaux de piquetage sont terminés. Ces réalisations ne doivent pas nous faire oublier les besoins criards. La population de Mbato a besoin d'un bloc opératoire. Donnons-nous la main, mutualisons nos efforts, frères cadres de Mbato. Parrain de la cérémonie, l'inspecteur général d'État, fils de la région, n'a pas manqué de féliciter le maire pour sa vision. Quand on va faire le goudron de Mbato, on ne regardera pas les cartes politiques. Quand on va faire la maternité, on ne demandera pas tu es de quel parti politique pour venir accoucher. On doit travailler ensemble pour le développement. Ça doit être notre credo. Plusieurs dons et appuis à des projets communautaires ont été annoncés à la grande joie des populations. La population d'Azaguié est sous le choc. La morgue de la ville est partie en fumée. Les 9 corps en conservation ont été calcinés. L'incendie a également fait d'importants dégâts matériels. La mairie de cette ville de Lagné-Bichiassa a pris des dispositions en vue d'une inhumation anticipée. Mamadou Kwasi. Des larmes et des pleurs à la morgue d'Azaguié. Des familles encore sous le choc. L'incendie déclenché dans la nuit du mardi 26 mars a totalement calciné les 9 corps en conservation. Dans les casiers, le feu a commencé. Et je suis obligé d'appeler les autres. L'hôpital est sorti, les jeunes gens sont sortis et puis sont venus nous aider un peu pour éteindre le feu. Après la reconnaissance des corps, les parents des défunts ont procédé à l'enlèvement. Ils devront anticiper l'inhumation des corps ou de ce qui en reste. Nous sommes très peinés. Des parents qui sont décédés et qu'on ne s'attendait pas à ça. Nous n'avons pas la culture de brûler nos corps. Et voilà que des corps calcinés sont sous nos mains. C'est quand même triste et déplorable. La défunte qui devait en principe être convoyée sur Adiéké pour être inhumée à Éthiopie. Nous sommes tombés d'accord de faire inhumer aujourd'hui ces corps sur place. Aux côtés des familles doublement éplorées, le conseil municipal, l'équipe du maire Mamadou Koulibaly a pris des dispositions pour faire face à la situation. On a pu identifier les corps. Le plus urgent, c'est d'abord d'enterrer et puis après faire le funéraire parce qu'il va y avoir des problèmes de santé. C'est des corps qui ont été traités, mais avec le feu, ça a eu des effets. On ne sait pas ce que, en traitant, en touchant, ce que ça pourrait faire. Jusqu'à notre départ d'Azaguié aux environs de 13 h, le feu déclenché depuis la veille à 20 h couvert toujours à la morgue. Une enquête a été ouverte pour élucider ce drame. En attendant, les nouveaux cas de décès seront transférés à la morgue d'Aniama ou d'Agboville. Dans le district d'Abidjan, un immeuble à 2 niveaux s'est effondré en partie cet après-midi dans la cité Bellecour d'Angré. Des 2 ouvriers pris au piège, un est décédé et l'autre est blessé. Les autres ouvriers étaient hors du chantier pour la pause du déjeuner. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a dépêché un émissaire sur place, notant que 2 cas similaires se sont déjà produits à Angré, terminus 81. Et puis, dans l'actualité internationale, ce mercredi, les députés britanniques votent sur les alternatives qu'ils préféreraient à l'accord de Theresa May sur le Brexit. C'est un processus qui pourrait être très long, tant les parlementaires sont divisés sur la question. Le président de la Chambre va jouer un rôle décisif. C'est à lui de fixer l'ordre et la forme des scrutins et d'arrêter la liste des scénarios qui seront finalement soumis au vote. Et de son côté, la Première ministre tente toujours de persuader les opposants de soutenir son accord lors d'un 3e et dernier vote jeudi ou vendredi. Et c'est tout pour ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Le journal de 23 h sera présenté par Michel Mambo. Bonne fin de soirée et à demain 20 h sur RTI 1.